Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de René Dambrière. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. René Dambrière est historien, spécialiste des XVIIIe et XIXe siècles. Il vient nous présenter cet ouvrage, Le fulgurant destin du chevalier de Limolan, que vous pourrez retrouver sur notre boutique. Alors, est-ce que vous pouvez, René Dambrière, commencer par nous dresser un rapide portrait de votre héros et surtout nous préciser sur quelle fondation s'est construite sa personnalité? Tout à fait. Alors, ce héros, c'est un héros breton, originaire de Saint-Malo. Donc, un des premiers fondements de sa personnalité, c'est bien sûr l'armement commercial. Il appartient à une grande famille de Malouins qui a développé ses activités dans le monde entier, jusqu'aux Indes, avec une succursale à Cadix, etc. Cette famille extrêmement dynamique de Saint-Malo s'est enrichie au XVIIIe siècle et a abandonné le commerce et a accédé à la noblesse. Donc il a cet héritage du commerce, des affaires, du dynamisme qui a toujours caractérisé cette ville. Premier fondement. Deuxième fondement, donc le frère de son père était quelqu'un d'extrêmement connu, c'est le père de Clorivière, qui est un jésuite, un très grand jésuite, qui a été, c'est assez extraordinaire, le dernier père prophète. Le père prophète, ce sont les jésuites qui, après avoir passé un certain nombre suffisant d'années dans la compagnie de Jésus, prononcent leur dernier vœu de fidélité totale au pape. Et il a prononcé ce vœu juste quelques semaines avant que le pape supprime la compagnie de Jésus, ce qui est assez extraordinaire. Et ce père de Clorivière, qui était une personnalité extrêmement remarquable sur le plan spirituel, sur le plan de sa fécondité aussi, puisqu'il a créé un institut féminin, les filles du cœur de Marie, qui existe toujours, qui a plus de 1000 personnes dans le monde aujourd'hui. Il a restauré les jésuites en France sous la Restauration. Donc c'est dire quand même le poids ecclésial et spirituel de cet homme. Et ce père de Clorivière s'est beaucoup intéressé à son neveu et il l'a également beaucoup aidé à trouver son chemin spirituel personnel. Donc vous avez dans ce personnage deux fondements. Je vais dire un fondement économique, un fondement aristocratique, et vous avez un fondement spirituel, et c'est la synthèse des deux qui explique sa vie, mais qui du coup fait qu'elle est particulièrement riche et foisonnante. Voilà. Alors, une carrière, issu d'une famille de commerçants dans la marine, et puis également, lui, il est devenu sous-lieutenant à 15 ans dans l'armée du roi. Donc Et puis après, il a eu cette carrière dans la prêtrise, que l'on pourra évoquer d'ailleurs après dans l'entretien. Donc sa famille, à ce chevalier de Limolan, était ouverte aux Lumières. C'était donc une famille aristocratique. Son père a prononcé le serment patriotique. Alors, comment vous expliquez l'engouement d'une partie de l'aristocratie française pour les idées de cette révolution qui, finalement, a été fatale à cette aristocratie ? Vous savez, on pourrait se poser le même problème aujourd'hui. Pourquoi les engouements des gens pour telle et telle idée? Aujourd'hui, c'est un peu j'allais dire l'universalisme, si vous voulez, qui crée un certain engouement. À l'époque, les idées des Lumières avaient été largement diffusées dans la société. Elles présentaient effectivement un certain modernisme, et ces gens qui étaient instruits, il ne faut pas s'étonner que ces idées les aient au moins intéressés, sinon interpellés. Donc ils y ont été assez sensibles, mais rapidement, la Révolution venue, ils en ont vu les limites et ils les ont même totalement abandonnés. Et alors, donc votre héros, le chevalier de Limolan, va
s'engager dans la chouannerie, le mouvement contre-révolutionnaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce moment de sa vie ? Comment s'engage-t-il ? Alors, notre Joseph de Limolan est effectivement dans l'armée, où s'il n'y avait pas eu la Révolution, il aurait mené certainement une carrière, j'allais dire lambda. Militaire que normal, oui. Normal, tout à fait normal, puisque la guerre avec les États-Unis était la guerre d'indépendance des États-Unis était finie, donc il n'y avait pas de nouvelle guerre où il aurait pu s'illustrer. Donc au moment de la Révolution, il est dans un régiment, le régiment d'Angoulême. Où il a une carrière normale et arrive le moment du serment. Et là, on est en 1791 et ce serment lui déplaît. Il est dans un régiment où il y a une trentaine de sous-lieutenants. Sur ces 30 sous-lieutenants, il y en a à peu près les 2/3, voire les 3/4 qui refusent de prêter le serment. Serment patriotique révolutionnaire. Voilà. Enfin, révolutionnaire, c'est un serment de fidélité. Patriotique. Un serment à la nation, de fidélité aux institutions, mais qui prévoyait quand même de défendre les institutions si elles étaient menacées, de défendre de manière totalement loyale. Donc il refuse de prêter ce serment, comme la plupart de ses camarades. Et plus on monte dans la hiérarchie, au niveau des capitaines et de la hiérarchie la plus élevée du régiment, plus le pourcentage des gens qui prononcent le serment est élevé. Alors c'est assez curieux, il critique beaucoup ça, il dit que les officiers supérieurs étaient des couards, etc. Enfin, il est assez critique, parce que c'était courageux de sa part, si vous voulez, parce que du jour au lendemain, il refuse de prêter le serment, d'une part, mais la conséquence, c'est que du jour au lendemain, il est sans emploi, sans solde, etc. Bon, il peut compter sur une certaine richesse familiale, mais pour lui, l'argent qui tombe à la fin du mois, enfin, je ne sais pas si ça tombe à la fin du mois aussi régulièrement qu'aujourd'hui, enfin, le principe était le même, et c'était terminé. Bon, donc il va à Paris et il décide d'aller dans les Flandres autrichiennes, où déjà un certain nombre de Français se rassemblaient, bien qu'aucune guerre ne soit encore déclarée. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ces faits d'armes une fois qu'il est engagé dans cette chouannerie, le mouvement contre-révolutionnaire ? Alors, je vais vous décevoir. Il n'a pas eu de fait d'armes. Et il a pris une ville, je crois, mais... Non, c'est après. Alors ça, c'est... Oui. Alors là, on saute directement à la chouannerie française. Quand il est revenu en France, là, on est voilà. Là. Donc, alors, effectivement, il émigre, etc. Oui, et il revient. Et au bout de 6 ans, il revient. Et à ce moment-là, il s'engage activement dans la chouannerie. Et là, effectivement, il est alors qu'il n'avait pas eu justement il avait une expérience militaire extrêmement courte et il n'avait pas de fait d'armes à son actif. Il est nommé major général de la chouannerie du nord du nord de la Bretagne, de la région d'Ille-et-Vilaine, plus ou moins rattaché à Cadoudal. En 1799. Et là, cette troisième chouannerie s'avère extrêmement dynamique. Ils arrivent à prendre pratiquement toutes les villes, si vous voulez, toutes les villes de l'Ouest, Nantes, Le Mans, enfin des très très grandes villes, mais Saint-Brieuc, etc. Mais ils ont peu de ressources, donc ils prennent les villes par surprise et comme ils n'ont pas les moyens de s'y maintenir, siéger, ils s'évacuent. Donc lui, est associé à plusieurs combats dans la région de Fougères et il est lui-même blessé il a fait une chouannerie, j'allais dire, comment dire aujourd'hui, tout à fait honorable et qui le promeut au rang de chef de la chouannerie, à tel point qu'il a été associé aux négociations de paix qui font suite à la proposition de Bonaparte de pacification, et il s'est retrouvé au même rang, au moins dans l'aéropage de l'ensemble de tous les chefs de la chouannerie de cette époque. Alors vous nous parlez d'une troisième chouannerie dans votre ouvrage qui commence à partir environ de 1799. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous dire combien de temps cette chouannerie, ce mouvement contre-révolutionnaire a affronté les forces de la République ? Alors ce mouvement a duré à peu près 1 an et en 1799... Toute la chouannerie, je parle,
Le départ, la première, la deuxième, la troisième. Alors la chouannerie, ça a commencé vers 1793 avec la mort du roi, la constitution civile du clergé. Bon, il y a eu la première grande époque, ça a été la Vendée, etc. Donc je ne saurais pas vous parler avec talent, même si ces faits sont tout à fait remarquables. Ensuite, il y a eu une pacification du général Hoche avec la deuxième chouannerie, etc. Et ça, on se trouve avec la troisième chouannerie, parce que il y a eu des hauts et des bas pendant la Révolution. La convention a été dissoute, a été remplacée par le directoire. Le directoire a fait des offres de paix, etc. Donc, à des moments, il y a eu de la paix, à des moments la guerre. Et donc, le directoire en 1799 est en décomposition totale de l'intérieur. Enfin, il est incapable de maîtriser la situation politique et économique de la France et le pouvoir se décompose. La chouannerie, comme le pouvoir est faible, il prend des lois d'exception dures. Alors évidemment, ces lois ont un effet inverse, c'est-à-dire qu'elles ressoulèvent tous les opposants contre le pouvoir. Et en particulier, il prend une loi qui pouvait quasiment conduire à arrêter toutes les familles les parents, etc., des gens qui étaient dans la chouannerie. C'est ce qui est arrivé à la famille Limolan. Voilà, ce qui était extrêmement dur. Et donc les gens se soulèvent, font une chouannerie extrêmement audacieuse en prenant toutes ces villes, etc., comme je vous l'explique, mais il manquait de poudre, de moyens, etc. Donc c'était... Et l'armée, ils étaient face à eux, ils étaient face à une armée républicaine qui était extrêmement statique et très peu dynamique. Et donc, le directoire a vraiment cru qu'il perdait la main. Et si Bonaparte n'avait pas fait son coup du 18 Brumaire, je pense que je ne sais pas comment ça se serait fini, mais là, la partie n'était absolument pas jouée. Peut-être que la révolution ça serait terminée dans une guerre civile totale. Je ne sais pas ce qui serait passé, donc on peut tout imaginer. Qui finançait la chouannerie? Parce que vous nous dites que voilà, ils avaient quand même du matériel, mais pas assez. Donc d'où venaient les moyens? Qui finançait la chouannerie? Alors, il y avait plusieurs façons de financer la chouannerie. Il y a la façon traditionnelle des guerres. Si vous voulez, quand vous prenez une ville, vous servez, vous la désossez. Vous contentez pas de passer dans les rues. Ouais. Au passage, vous remplissez, vous faites vos courses, vous remplissez un peu vos caisses. Ensuite, il y avait les émigrés Londres, le comte d'Artois, enfin le futur Charles X, aidait la chouannerie. On émettait aussi de la fausse monnaie, des faux billets, etc. Donc tout ça, la chouannerie n'a pas eu de problème d'argent, à ma connaissance. Elle a plutôt des problèmes de moyens, parce que avoir l'argent, c'est une chose, mais ce qu'il faut, c'est arriver à constituer des stocks, en particulier de poudre, ce qui était un point essentiel, et là, elle avait du mal. Alors, la famille de votre héros, donc notre chevalier de Limolan, elle est passée entre les mains des tribunaux révolutionnaires avec ce fameux Fouquier-Tinville qui était le procureur de la Révolution, qui a envoyé pas mal de monde sous la guillotine. Il a d'ailleurs lui-même mal terminé, il a fini sous la guillotine. Est-ce que vous parlez d'ailleurs de mascarade juridique dans ces tribunaux? Ça fonctionnait comment? Alors, j'ai eu la chance, si je peux m'exprimer ainsi, de pouvoir analyser un procès dans les moindres détails. Parce que le père de Joseph de Limolan, Michel de Limolan, était membre de la conspiration de la Rouërie, qui était une chouannerie qui a éclaté en 1792. Et il a été arrêté, ainsi que 3 de ses nièces. Et il a été jugé par le tribunal révolutionnaire en juin 1793. Bon. Et il se trouve que, donc, pour le tribunal révolutionnaire, était composé évidemment d'un certain nombre de juges et d'un jury, parce que le jury, c'était une innovation du droit révolutionnaire, enfin du droit, pas au sens, dès le début de la Révolution. Enfin, c'était une innovation du droit qui avait pour but de rendre moins arbitraires les décisions et le choix des peines. Bon.
Alors effectivement, dans l'absolu, c'était merveilleux, mais dans la pratique, ça a été épouvantable, et enfin à certaines périodes, hein, bien entendu. Et là, dans ce procès particulier de l'affaire de Bretagne, où il y avait quand même 40 accusés, sur les 40, je crois qu'il y en a 20 qui ont été guillotinés. J'ai donc les archives étant abondantes, j'ai donc retrouvé le nom exact de tous les 12 jurés, et qui était choisi sur une liste de 24, et j'ai pu vérifier toutes leurs accointances avec Fouquier-Tinville, mais si vous voulez, c'était effarant, quoi. Sur ces 12 jurés, il y en avait 6, en gros, à la moitié à peu près, qui étaient à la main de Fouquier-Tinville. Il y en a un qui a été guillotiné avec lui, il y en a 2 qui ont été exilés, qui sont morts en exil, et il y en a 2 qui étaient des fameux septempriseurs, là, vous savez, des journées de septembre, là, du 2 septembre, où il y a eu ces massacres qui étaient épouvantables dans les prisons, qui étaient remplis de prêtres en particulier, et d'aristocrates, mais enfin beaucoup de prêtres. Et ces journées de la Révolution sont considérées comme les plus funestes de ces journées de septembre 92, de toute la Révolution. Et même à la fin de la Révolution, avoir participé à ces journées de septembre, c'était quand même quelque chose d'indigne. Bon, il y avait 2 septembriseurs là-dedans. Donc on peut imaginer que ces jurés étaient relativement dociles à Fouquier-Tinville. Et il y en a même un qui a dit, enfin c'est des choses, mais des choses ignobles que j'ose à peine. Bon, j'y vais. Bon, quand Charlotte Corday est passée devant ce tribunal, après avoir été condamnée, enfin entre le moment où elle était condamnée et le moment où elle était guillotinée, donc on faisait circuler lentement, volontairement, hein, pour montrer ça au peuple. On faisait au peuple de Paris, on faisait circuler les condamnés dans une charrette. Et Charlotte Corday a eu une très forte, très belle contenance, très héroïque, enfin, face au destin qui l'attendait dans quelques minutes plus tard. Et l'un de ses jurés a dit on aurait dû la saigner avant qu'elle doive faire monter dans la charrette pour qu'elle ait une posture qui convienne à sa situation. Enfin, vous voyez, des choses. Enfin, c'est vraiment des choses mais épouvantables, quoi. Enfin, c'était le fanatisme révolutionnaire. Mais c'est un fanatisme absolument. Et Fouquier-Tinville allait lui-même dans le jury, etc., pour faire passer ses positions. Et là, curieusement, donc il y avait en fait, donc concernant la famille de Lemand, il y avait son père et trois de ses nièces. Bon. Une de ses nièces et ses 3 nièces qui étaient plus ou moins associées à la Conjuration de la Rouerie, c'était des jeunes femmes qui étaient toutes mariées, mais très jeunes mariées, cousines germaines du héros. Et elles ont failli passer toutes les 3 à la guillotine. Et il y a quand même la délibération du jury a duré 12 heures toute la nuit, enfin parce que le jury s'est siégé. Et à l'époque, on n'avait pas peur des heures supplémentaires. Le jury siégé la nuit. Il a rendu ses conclusions à 6 heures du matin. Et finalement, il y a deux sur les 3 filles, il y en a 2 qui n'ont pas été condamnées à mort. Et, parce que c'était des jeunes mères et le jury a été et certains membres du jury ont été ébranlés. Ils n'en ont qu'on n'en ait qu'une. Voilà. Alors, votre chevalier de Limolan, acte fondamental dans sa vie, a organisé le fameux attentat raté contre Napoléon Bonaparte. Ça avait eu lieu un 24 décembre 1800. Alors, vous dites que ce sont les révolutionnaires du club des Jacobins qui ont inspiré les contre-révolutionnaires. Oui. Alors, ces Jacobins, ils étaient quand même pour la Révolution, un petit peu comme Napoléon. Donc pourquoi ont-ils inspiré cet attentat aux contre-révolutionnaires ? Alors, ces Jacobins, si vous voulez, Napoléon, c'est un petit peu... un équilibriste. C'est un équilibriste, voilà. Et donc, il s'est appuyé un peu sur un centre un peu large. Bon. Et il restait des Jacobins qui étaient d'extrême jacobinisme, qui considéraient que Bonaparte était un traître, qu'il avait trahi la Révolution. Et ces Jacobins-là ont essayé de faire des attentats et qui ont échoué, mais qui ont échoué dans l'œuf, enfin qui n'ont pas été exécutés, si vous voulez, avant cet attentat du 3 Nivose.
Et on mettait tous les gens, on les mettait ensemble, que ces gens-là évidemment on les mettait en prison, et on mettait ensemble en prison, on mélangeait les royalistes ultra et les jacobins ultra, si vous voulez. Et donc ces gens-là, c'était des hommes, et donc encore en prison, le temps est long, j'imagine. Enfin, j'y ai jamais été, hein, donc ils avaient quand même le temps de se parler. Ils avaient le temps de se parler, etc. Et je pense que Napoléon lui-même à Sainte-Hélène a dit j'ai enfermé les Jacobins et les royalistes ensemble, et ce sont les Jacobins qui ont passé l'idée de l'attentat parce que c'était pas simple d'abattre le premier consul, si vous voulez. On pouvait pas l'approcher comme ça, etc. Donc c'était compliqué. Il fallait trouver un moyen efficace, rapide et immédiat, et la bombe, enfin la machine infernale était probablement un moyen efficace dans ce sens-là. Alors, on va terminer par cette question. Donc, le chevalier Limolan a passé une partie de sa vie donc, à manier les armes, et puis il s'est finalement exilé aux États-Unis. Oui. Et là, dites-vous, il a contribué à l'essor de la religion catholique aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Alors, il s'est exilé aux États-Unis. Enfin, c'est un exil forcé. Hein. Il a réussi à fuir aux États-Unis, puisque vous imaginez qu'après l'attentat, il n'était pas très bien vu par Fouché. Et donc, le ministre de la Police. L'air de la France ne lui était pas très favorable. Donc, il part aux États-Unis. Et là, après l'attentat, il a eu une réflexion sur lui-même, etc. Il s'est dit, est-ce que ces attentats, etc., est-ce que c'est la bonne façon de faire, etc. Ah oui, il s'en est beaucoup voulu. Après, il priait le Seigneur en disant, excusez-moi Seigneur d'avoir tenté d'assassiner. Non, il s'est pas, je sais pas si c'est s'il s'en est voulu. Enfin, il a pensé que oui. Enfin, il s'est interrogé sur les moyens qu'il avait utilisés, et il s'est, je pense, assez convaincu que c'était pas la bonne façon de faire évoluer les choses. Voilà. Alors, est-ce qu'il a probablement regretté, effectivement, regretté cet attentat, mais il s'en est détaché, et sous l'influence, petit à petit, sous l'influence de son oncle, le père de Clorivière, dont je vous parlais tout à l'heure. Il avait un projet de mariage, etc. Mais bon, avec son départ aux États-Unis, son projet n'a pas abouti. Donc comment a-t-il développé le catholicisme outre-Atlantique ? Alors, il est donc rentré au séminaire en 1808, et ce séminaire avait été fondé par des Français. Parce que ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'évêque des États-Unis, de l'ensemble des États-Unis, vous vous rendez compte, il y avait un seul évêque au début pour l'ensemble des États-Unis, même s'il n'y avait que 13 États. Et donc l'évêque de ces États-Unis a fait appel aux sulpiciens français qui n'avaient qu'une envie, c'était de revenir aux États-Unis, en Amérique, qu'ils avaient été obligés de quitter après la perte du Québec. Et ces sulpiciens, qui étaient de brillants théologiens, lui ont proposé de faire un séminaire comme ils en faisaient en France, où ils avaient les meilleurs séminaires probablement à l'époque. Et ils ont formé les prêtres catholiques. Et donc Limolan a été au séminaire, et après il a eu deux activités catholiques particulières. Il a été vicaire dans la ville de Charleston, où il y avait une communauté catholique composée d'Irlandais et de Français, ou de gens qui venaient de Saint-Domingue, et les marier ensemble était quelque chose d'extrêmement complexe. Et après, il a quitté cette activité paroissiale, et il est devenu directeur de la maison des religieuses de Georgetown, à côté de Washington, qui s'est spécialisée dans l'éducation des filles, et qui a eu un essor considérable pour former les mères de famille américaines qui ont fait des catholiques, etc. Et c'est beaucoup par l'enseignement et par les mères de famille que le catholicisme s'est multiplié aux États-Unis.
Bon, et ben écoutez, merci beaucoup pour cette présentation, René d'Ambrières. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le fulgurant destin du chevalier de Limolan, c'est chez Via Romana, à retrouver évidemment sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous, monsieur. C'est moi qui vous remercie de cet entretien.